2022. Dimitri Pavlenko. 8h42, l'Espagne, c'est si loin du Donbass. C'est pourtant à Madrid que se discute depuis hier la sécurité des Européens. Comme au temps de la guerre froide, la Russie va se retrouver désignée par l'OTAN comme une menace directe et immédiate. Et pour s'en protéger, eh bien tous derrière le bouclier américain. Et en première ligne, l'armée allemande, promise à redevenir la plus grande armée conventionnelle d'Europe. Je vous le dis, c'est le retour de la guerre froide. Alors face à ces mouvements de fond, la France est comme prise d'une sorte d'extinction de voix. Vous savez que la France, en France, l'OTAN n'a pas vraiment bonne presse. On en parle quand on veut la quitter. C'est la gauche qui en a beaucoup parlé ces derniers temps. On lui préfère une improbable défense européenne portée à bout de bras par Emmanuel Macron, que l'on n'entend plus beaucoup ces dernières heures sur ces sujets-là. Est-ce à dire que la France a perdu de l'audience en Europe et dans le monde? On va en parler dans un instant. On aura aussi un mot de la situation politique. Alors, vote de confiance ou pas pour Elisabeth Borne? Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Directeur adjoint à la rédaction du Figaro. Guillaume Bigot est avec nous aussi, éditorialiste, membre de la revue Front Populaire. Bonjour Guillaume. Bonjour Dimitri. Et Louis Osalter, journaliste politique à Marianne, co-auteur de L'étrange victoire, Macron 2, l'histoire secrète aux éditions de l'Observatoire. Alors avant de vous donner la parole, messieurs, scène vue à Madrid, hier, scène assez étonnante, saisie par les caméras. Emmanuel Macron courant après Joe Biden. Joe. Excuse me, sorry to interrupt you. Voilà, donc le son n'est pas de très bonne qualité. Je vous fais le verbatim rapidement. Emmanuel Macron dit à Joe Biden: pardon de vous interrompre, j'ai décidé d'appeler le président des Émirats Arabes Unis. Je lui ai demandé d'augmenter sa production et s'engage ainsi une conversation autour du pétrole, conversation alimentée uniquement par Emmanuel Macron, puisque Joe Biden, à un moment, le couple dit: on va en parler à l'intérieur. Qu'est-ce que ça nous dit, cette séquence? Au-delà de la stricte anecdote, Vincent Trémollet de Villers, Emmanuel Macron est raillé sur les réseaux sociaux. On le compare à Michael Scott, quel personnage d'une série The Office, personnage qui manque de confiance en lui et qui cherche des amis et qui est très solitaire. C'est dur. Ça nous dit que notre regard sur le président de la République a changé depuis le résultat des élections législatives. Je crois qu'il y avait un fluide qui était attaché au macronisme, qui était le fluide du succès, qui était le fluide de l'éclat, et qui fait que le regard médiatique que l'on portait sur chacun de ces actes était accompagné de cet éclat. Et parfois, avec d'ailleurs des confusions dans l'analyse, c'est-à-dire qu'on lui prêtait un pouvoir et une influence qu'il n'avait pas. Mais dans l'image, il maintenait et il perpétuait cette illusion. Et cette illusion, elle s'est dissipée. Et elle s'est dissipée pourquoi? Parce que l'essence du macronisme, c'est de gagner. Et il a perdu. Donc, à partir de là, le regard que l'on porte sur lui, et quand je dis on, c'est toute l'opinion, a changé. Et c'est ce qui va être très difficile pour lui, en plus des difficultés parlementaires concrètes, c'est cette atmosphère politique qui, dans tous les faits et gestes qu'il va avoir, va faire que le regard qu'on portera sur lui ne sera plus le regard sur une exception de la politique, mais sur quelqu'un qui pourrait être équivalent à François Hollande, à Nicolas Sarkozy en fin de mandat ou à d'autres de ses prédécesseurs. Je crois que cet épisode, on l'aurait vécu il y a 3 ou 4 ans, on aurait même pu en avoir une interprétation haute sur le culot d'un président jeune qui n'hésite pas à aller déranger le président américain. Là, la lecture est tout inverse. Guillaume Bigot, comment vous regardez cette séquence? Qu'est-ce que ça nous dit aussi de la parole d'Emmanuel Macron, qui souhaitait, lors de ce sommet de l'OTAN, affirmer la présence de l'Union européenne au sein de l'OTAN, la voix de l'Union européenne, l'idée d'une défense européenne? Or, on voit que ce sujet va passer complètement à la trappe. Je ne vais pas abuser de l'argument éculé, imagine-t-on le général de Gaulle, 3 petits points, parce que là, vraiment, c'était élimé jusqu'à la corde. Ceci dit, tout de même, imagine-t-on le président Mitterrand, le président Giscard d'Estaing, même le président Chirac, courir rattrapé par la Manche. C'est une image, quand même, un symbole très fort. On court derrière. Alors, on court derrière qui? On court derrière le président de la plus grande puissance, de la puissance hégémonique, qui est à la tête d'un système d'alliance dont on fait partie. Je comprends bien que cette crise en Ukraine remet ce système d'alliance au cœur du jeu. Tout ça est assez logique. Mais tout de même, c'est une image extrêmement frappante, parce que l'homme qui court derrière le président des États-Unis, d'ailleurs, qui a l'air parfois un peu désorienté, qui a l'air de marcher à pas compter sur son gravier, là, comme ça, en allant vers le réfectoire, c'est l'homme dont Emmanuel Macron, c'est l'alliance, dont Emmanuel Macron, merci du lapsus, disait qu'elle était en mort cérébrale. Donc le représentant du club en mort cérébrale, M. Macron, court en chemise, haletant, est obligé d'écarter un conseiller et
Alors, de deux choses l'une, soit c'est une maladresse, parce qu'il ne s'est pas rendu compte, effectivement, c'est filmé, ce qu'il dit d'ailleurs a un certain sens, dans le contexte on comprend, l'idée étant de limiter les profits russes et donc de faire en sorte qu'il y ait davantage de pétrole sur le marché pour que les prix ne s'élèvent pas, donc ça se comprend très bien, ce qu'il dit n'est pas absurde, donc soit c'est une maladresse, donc c'est pas terrible, soit c'est une mise en scène, celle-ci est grossière. Et pour terminer, là où ça devient fou, c'est qu'il se prévaut du conseiller du président des États-Unis en disant, finalement, avec l'autorisation de votre conseiller, j'ai passé un coup de fil. Et je vous en rends compte, tel un garçon de course. Mais on sent quand même que cette guerre en Ukraine, elle bouscule les logiques, les rapports de force. On voit quand même des choses étonnantes, parce qu'on n'a pas tellement commenté la décision d'hier, la levée du veto turc à l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN, qui se fait quand même au prix d'une concession importante de la part des Suédois, qui étaient soutien des dissidents du PKK, et c'est ce que reprochait Ankara aux Suédois. Ben là, c'est complètement levé. Et on va renvoyer sans doute des réfugiés politiques kurdes en Turquie. Ça paraissait impensable il y a 3 semaines. Et là, on se dit quid de l'état de droit européen. Vous savez qu'on ne pouvait pas renvoyer n'importe qui si on n'est pas sûr qu'il aura les mêmes garanties juridiques dans son pays d'origine qu'en Europe. Il y a des choses qui passent par-dessus bord. Quand on voit la France aussi dire... C'est pour ça qu'on ne renvoie plus personne, entre parenthèses. Oui, et c'est la France aussi qui dit qu'il faudrait sortir le Venezuela et l'Iran de leur ghetto diplomatique pour avoir leur pétrole. Tout ça est quand même surprenant, Louis Osalter. Ça reconfigure les relations internationales. Ça montre aussi que l'OTAN n'est pas l'Union européenne et qu'en matière de défense, l'OTAN a bel et bien réaffirmé sa prépondérance sous impulsion américaine en démentant les propos tenus par Emmanuel Macron il y a quelques années. Je trouve, pour revenir à cette scène, au-delà de l'anecdote, que ça résume quand même un peu le bilan diplomatique d'Emmanuel Macron jusqu'à ce jour, qui consiste à essayer sans y parvenir. Alors, c'est-à-dire qu'il y a la posture et le fond. Sur la posture, je pense qu'elle a été saluée plutôt par l'opinion publique, consistait à déjà essayer de retrouver une certaine forme d'incarnation sur la scène internationale, mais surtout de réactiver une ligne gaulo-mitterrandienne d'indépendance, notamment vis-à-vis des États-Unis. Et quand sa déclaration sur l'OTAN en état de mort cérébrale, ça venait quand même conforter ça, après des mandats Sarkozy et Hollande, qui étaient ceux soit de l'alignement transatlantique, soit de la timidité internationale. Donc Emmanuel Macron a tenté de réinjecter cette ligne-là, et je pense que sur l'incarnation, en tout cas au début de son mandat, effectivement, le macronisme jeune et vainqueur permettait de restaurer une certaine image de la France, mais le problème, c'est le fond. Pour quel résultat ? Vous prenez l'accord climat, je prends chronologiquement l'accord climat, le Liban, ses projets pour l'Union européenne, en particulier la défense européenne qu'il voulait voir substituer à l'OTAN, et la Russie, puisque depuis le début de son... effectivement, les opérations extérieures. L'Algérie. Et la Russie, puisqu'il avait courageusement, d'ailleurs, parce qu'il allait à l'encontre d'une partie de son administration, tenté de réactiver une ligne de dialogue avec la Russie, mais les événements lui ont donné tort, il n'a pas prévu ce qui allait se passer, peu de gens l'avaient prévu, mais il se trouve que les faits, du coup, vont contre ce qu'il avait tenté d'impulser. Oui. Donc en fait, le bilan diplomatique est tentative de réactivation d'une posture, mais pour des résultats qui ne sont pas là du tout. Il y a un verbe qui résume absolument ce que vous dites, qui a été inventé par les Ukrainiens, qui est macroné, qui consiste à parler pour ne rien dire ou pour ne rien faire. Et ça peut être une part de ce bilan diplomatique. Oui. J'ajoute aussi à la liste que vous avez faite, Vincent Hervouette nous l'a raconté hier matin, mais je le redonne pour ceux qui n'auraient pas entendu, se tenait ce week-end un sommet du Commonwealth, donc Commonwealth, le monde britannique, au Rwanda, pays historiquement francophone, et vous avez 2 pays qui sont entrés dans le Commonwealth, tenez-vous bien, le Togo, le Gabon. Donc c'est des pays qui étaient dans le précaré français. C'est la perte d'influence française en Afrique, effectivement, avec un retrait quasiment, qui est incarné aussi par le retrait des troupes au Mali, et où d'autres grandes puissances viennent prendre notre place, sans qu'Emmanuel Macron, qui pourtant essaie de réactiver une ligne de partenariat avec l'Afrique, sans qu'Emmanuel Macron arrive à influer sur quelque part ce grand bouleversement des influences en Afrique. Ouais. Alors il y a ce crépuscule diplomatique, d'une certaine manière, et puis il y a la situation politique intérieure. Venons-en. Hier, c'était la rentrée parlementaire. Vous avez suivi les événements, l'élection de la nouvelle présidente, Yael Braun-Pivet. Pendant ce temps-là, à Matignon, Elisabeth Borne consulte tous les groupes en tentant de bâtir des majorités texte par texte, comme on le voit. Et on apprend ce matin, effectivement, qu'elle tiendra son discours de politique générale le 5 juillet, la semaine prochaine. On ne sait pas s'il y aura, à l'issue de ce discours, un vote de confiance. Alors, doit-elle y aller ou pas, Elisabeth Borne ? Vote de confiance ou pas, Guillaume Bigot ? C'est pas une obligation, mais la question du vote de confiance, c'est soit il y a une trajectoire pendant la mandature, soit il y a une direction qui est donnée, soit c'est de la godille, c'est du coup par coup, du cas par cas.
je pense que ça ne va pas durer très longtemps si c'est du cas par cas. Donc il y a la nécessité de faire la démonstration que le président de la République peut arriver à construire tout de même une majorité. Là où ça devient inquiétant, c'est qu'effectivement la figure de Mme Borne ne correspond pas à ce choix de remanier les choses, de tenir compte de la nouvelle Assemblée et donc de trouver éventuellement un Premier ministre et des poids lourds au sein du gouvernement qui pourraient harponner une partie des LR, une partie du Parti Socialiste, etc. pour avoir quelque chose peut-être de fragile, mais au moins quelque chose qui tienne la route avec une majorité. Mais là, on n'a pas de ceinture de sécurité, si vous voulez. Mais symboliquement, est-ce qu'elle peut ne pas se soumettre à un vote de confiance? Oui, elle peut. Oui, juridiquement, elle peut tout à fait. Ça témoigne pas d'une peur du Parlement? C'est sûr que ce serait pas le meilleur démarrage qui soit en termes de symbole. Après, je suis même pas sûr qu'un vote de confiance conduirait à un renversement du gouvernement, parce que quand on voit le jeu auquel joue le Rassemblement national depuis hier, ils se sont quand même abstenus lors de l'élection de la présidente macroniste de l'Assemblée nationale, facilitant ainsi un vote qui est intervenu au deuxième tour au lieu du troisième tour. C'est de la machinerie parlementaire, mais ça veut dire que le groupe Rassemblement national présidé par Marine Le Pen envoyait un signal qui était on ne va pas bloquer l'Assemblée, on va même parfois donner des coups de main à ce gouvernement pour développer une ligne constructive, responsable. Et c'est le sens de l'interview de Marine Le Pen au Figaro ce matin. Ça va tout à fait dans ce sens-là. Donc je ne suis pas sûr que le RN joue le jeu d'une coalition des mécontents qui pourrait mathématiquement faire tomber le gouvernement. Après, c'est vrai, il y a un risque d'offrir la tête du gouvernement sur un plateau. Attendez, pas tous ensemble, on vous entend pas. Vincent Trébolet-de-Villers. Moi, il me semble qu'on compare souvent à Michel Rocard, qui n'avait pas demandé la confiance, mais qui était quand même dans une situation politique autre. Là, Elisabeth Borne, d'abord, c'est un second choix. On l'a appris. Avant les élections législatives, quand elle a été nommée, Catherine Vautrin, 2 jours avant, était première ministre. Ensuite, c'est un choix de résignation dans son maintien. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a hésité à la conserver à Matignon et a décidé finalement, si je puis dire, de la maintenir pour tenir le plus longtemps possible avant d'utiliser le levier du changement de Premier ministre. Donc elle se trouve déjà extraordinairement affaiblie avant même d'avoir son discours de politique générale. Moi je pense qu'elle ne demandera pas la confiance parce que si elle prend ce risque, elle prend quand même le risque de ne pas l'avoir. Mais on va assister jusqu'au budget, en fait jusqu'à l'automne, on risque d'assister à une situation politique en suspension, faite de combinaisons et de choix tactiques hasardeux, qui montreront un pouvoir extraordinairement affaibli. Moi, je suis frappé du fait qu'on est en début de mandat et que tout dans l'atmosphère ressemble à une fin de mandat. Tout. Tout ressemble à la décomposition d'une fin de mandat. C'est tenable. Donc, moi, il me semble qu'il était peut-être plus judicieux de tout changer. Dans le gouvernement partout pour répondre à ce qu'ont dit les électeurs. Emmanuel Macron a eu une autre décision, c'est-à-dire de rester immobile à grands pas jusqu'au moment où il fera ce changement. Il gagne du temps. Il a bien tenté tout de même, Emmanuel Macron, quand il reçoit les leaders des oppositions. Il n'a pas dans sa déclaration à la télévision et dans les décisions qui ont suivi, il n'a pas ajusté son gouvernement et ce qu'il veut faire à la situation telle qu'elle a été décrite par les urnes. Ça n'est pas vrai. Donc, il tient le plus longtemps possible, il gagne du temps en soutenant quand même d'une main très légère sa première ministre. Moi, je reste frappé d'un maintien, des déclarations du président de la République à l'AFP un samedi soir. On a connu mieux pour confirmer quelqu'un à un poste. Donc, on va avoir une première ministre qui ne va pas essayer de gouverner, on le voit déjà, mais dont le seul objectif aujourd'hui est de survivre. Mais elle ne peut pas demander un vote de confiance parce qu'il faudrait qu'il y ait une ligne de politique générale. Mais comme elle n'a pas de ligne de politique générale... on l'aura peut-être à l'issue de son discours. Oui, alors après 2 élections, un premier tour de présidentielle, un second tour de présidentielle, un premier tour de législative, un second tour de législative, peut-être in fine, à la fin du processus, on aura quelque chose qui ressemble à un programme de gouvernement, une vision ou un cap. Mais on l'attend toujours. En fait, ce qu'on a, c'est à la fois techno, ça ne correspond pas à la nécessité de négocier. Et deuxièmement, on a quelque chose qui est aux ordres du président de la République. Elle fera ce que le président de la République lui demandera de faire. Mais là, c'est effectivement, je suis d'accord avec Vincent, c'est pas du tout à la hauteur des circonstances, ça ne correspond plus à la réalité politique du pays. Allez, affaire à suivre en tout cas. Merci à tous les trois. Louis Osalter de Marianne, Guillaume Bigot, Front Populaire, Vincent Trébolet-de-Villers du Figaro. Merci à tous les trois. 8h57 sur Europe 1. Bonjour Philippe Vandel.